Alors, chers amis de la bibliothèque des Riche-Clair, puisque je commence toujours avec la formule rituelle qui avait été créée par Jacques de Decker, dont je cite à chaque fois le nom, à chaque fois que j'anime une rencontre littéraire ici au Riche-Clair, puisque c'est lui qui a créé ces coups de midi qui maintenant sont des coups de 18h30, mais ça a beaucoup moins de portée sémiologique. Donc, merci à vous d'être venus. Je sais que c'est parfois compliqué d'arriver jusqu'ici à cause du piétonnier ou à cause des difficultés d'accès. Mais pour celles et ceux d'entre vous que vous connaîtriez qui n'ont pas pu venir, nous enregistrons chaque fois les rencontres des Riche-Clair et elles sont sur le site de la bibliothèque en vidéo, donc on peut retrouver tout ce qui aura été dit. Alors aujourd'hui, je suis extrêmement heureux de recevoir André Versailles à différents titres. Et il y a 10 minutes, j'étais 10 fois plus heureux de le recevoir parce que, et je vous recommande de le faire, dans la petite brochure que la bibliothèque des Riche-Clair a éditée concernant cette rencontre-ci, il y a 2 pages dans lesquelles André Versailles raconte son parcours d'éditeur. Et je me suis rendu compte en le lisant, André Versailles a commencé à éditer les éditions complexes en 1971, je me rends compte qu'en réalité, je n'ai jamais quitté André Versailles depuis plus de 50 ans, puisque les éditions complexes ont été mes compagnons d'études, moi qui étais un élève assez dissipé, j'avais heureusement toujours le recours aux éditions complexes pour me remettre à jour dans ce que je n'avais pas étudié et apprendre beaucoup. Donc merci André Versailles, mais ici c'est pour autre chose que nous avons le plaisir de le recevoir, c'est pour cette brique qui compte 2176 pages, qui sont en réalité les œuvres complètes de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Donc les 2176 pages ne sont pas signées toutes de André Versailles, mais André Versailles en a dirigé l'édition. Alors il faut quand même souligner que être directeur d'une édition patrimoniale dans la collection bouquins, c'est un honneur, c'est une marque d'estime et une marque de respect de la part de la littérature française à l'égard d'André Versailles, parce que c'est vraiment une édition patrimoniale. Bouquins, c'est la Pléiade, c'est la même, on aspire autant en moins cher et en plus solide et en plus lisible. Alors, 2176 pages, c'est l'ensemble du livre. Il y a 300 pages qui sont écrites par André Versailles parce qu'il a choisi de faire pour la présentation des œuvres de Molière non seulement une présentation générale, l'introduction à l'ensemble du parcours de Molière, mais aussi à l'entrée de chacune des pièces. Il écrit une petite histoire de chacune de ces pièces. Une histoire qui comprend non seulement une analyse, je dirais, littéraire de l'œuvre, mais aussi une analyse historique de la manière dont l'œuvre a été montée, dont l'œuvre a été reçue par le public à l'époque. Alors, ma première question, André Versailles, parce que maintenant je ne vais plus rien dire, mais je sais qu'une fois que je lâche André Versailles, c'est fini, je peux rentrer à la maison. On appelle le bavard, voilà. Les amis. Et donc, ma première question est la suivante. Après avoir consacré un autre bouquin aux œuvres complètes de La Fontaine, de Jean de La Fontaine, les fables et contes de Jean de La Fontaine, se lancer dans l'édition complète de Molière, à quel besoin est-ce que cela répond chez André Versailles de se dire un jour, je vais consacrer 4, 5, 6 ans à ce travail? 15 à ce travail. Non, c'est-à-dire que je suis sur Molière depuis plus de 15 ans. Et en fait, Molière, c'est un compagnon depuis mon enfance. C'est-à-dire que des personnages comme Sganarelle, des personnages comme Mascarille, comme Scapin, je les ai connus dans mon enfance, au même titre que D'Artagnan, le comte de Monte Cristo, etc. Ça faisait partie de mon panthéon. Alors, les ouvrages, les pièces les plus importantes comme Don Juan, comme le Tartuffe, et le Misanthrope, ça viendra plus tard. Mais les farces, les comédies, donc comme celle Le médecin malgré lui, etc., ça m'amusait beaucoup. Et alors que j'ai abandonné
à partir de 17 ans, 18 ans, j'ai tout à fait abandonné le roman populaire, que j'aime toujours beaucoup d'ailleurs, pour lequel j'ai toujours la même estime. Même Molière, ça a continué, j'ai continué avec lui. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais fait une œuvre complète chez Bouquin, qu'ils ont titré un peu sottement Fables et Contes, alors que les gens ne savent pas qu'il y a tout le reste, beaucoup moins connu. C'est ça qui est intéressant dans l'œuvre complète, des choses qui ne sont pas en livre de poche, mais enfin bon. Et puis, comme ils ont été manifestement contents, ils m'ont proposé, sachant que je connaissais quand même assez bien Molière, de faire un Molière complet. Alors je lui ai dit, écoutez, moi je veux bien le faire, mais j'ai une condition. La Pléiade a fait 2 volumes, c'est 4000 pages, c'est plus qu'une édition académique. Je veux dire que c'est plus que complet. Il va jusqu'à vous donner le nom des imprimeurs et avec l'adresse des éditeurs, alors que ça a disparu aujourd'hui. Donc c'est vraiment une édition très académique. J'ai dit, moi je suis d'accord de le faire, mais je le fais en jean et les mains dans les poches. Est-ce que ça vous arrange? Et ils m'ont dit oui. Alors j'étais très content et alors ce que j'ai voulu faire, c'est que je voulais faire un peu le contraire, c'est-à-dire je voulais raconter Molière. C'est-à-dire que si on prend toutes les notices, on a la vie de Molière, la vie de la troupe de théâtre la plus importante de France, puisque c'est quand même la plus célèbre, et on a la vie de Molière aussi. Et donc je trouve que c'est la seule œuvre que je connaisse, mais je crois que je ne me trompe pas, c'est la seule œuvre qui a une aventure. Vous avez des écrivains qui ont été des grands aventuriers, Hemingway et d'autres, Jack London, etc., dont la vie est véritablement une aventure. Mais pas l'œuvre. Si vous voyez Victor Hugo, vous avez la bataille d'Hernani, Corneille, vous avez la bataille du Cid, mais pratiquement tout. Je dis, il y a 1 ou 2 œuvres. Molière, c'est des scandales en permanence. Scandale avec les précieuses, scandale avec les femmes savantes, avec le Tartuffe, avec le Don Juan, enfin bref. Et le reste, ce sont des immenses fêtes à Versailles, à Saint-Germain, etc. Il y a énormément de choses à raconter et qui donnent une saveur extraordinaire. Donc j'ai constitué ça comme un feuilleton. C'est-à-dire la suite au prochain numéro. Et j'ai voulu le faire aussi dans un langage qui ne soit pas académique. Par exemple, j'ai une notice qui s'appelle « Molière invente Broadway ». Et c'est vrai, je veux dire que ce n'est pas pour faire le malin, je veux dire c'est vrai que Offenbach et après Broadway sort des comédies pas musicales, des comédies ballets de Molière. Et donc ça m'a passionné de le raconter véritablement comment ça se passait, les luttes qu'il avait, les difficultés, le fait que pendant 5 ans, il va se battre pour libérer le Tartuffe. Et c'est extraordinaire, je veux dire que ce qui m'a passionné aussi, c'est que Molière manipule Louis XIV qui manipule Molière. Je veux dire, ce sont 2 manipulateurs et c'est formidable. Et ça va très loin. Quand il y a l'interdiction du Tartuffe, à un moment donné, le roi se dit, bon, on peut laisser, et il dit à Molière, bon, je pars, c'est la guerre des Flandres, et oui, tu peux. Molière est tout content, et il programme la pièce, mais le lendemain, Lamoignon, qui est disons, le Premier ministre en l'absence du roi, c'est pas le titre évidemment, mais enfin, c'est lui qui a tout pouvoir, il interdit. Molière lui envoie un placet. Ces 2 lieutenants, La Torrière et Lagrange, vont à Lille, au champ de bataille, avec le placet de Molière, et Molière lui dit, si c'est comme ça, sire, j'arrête d'écrire. Donc ça veut dire, j'arrête de vous faire pour vous les comédies ballets. Les comédies ballets, il y en a une dizaine sur les 30 pièces. Donc c'est pas anecdotique, c'est vraiment important. Et c'est vraiment Hollywood, quoi. Je veux dire, à un moment donné, vous avez 300 personnages sur scène et dans les cintres qui sont là en train de voler, etc. C'est vraiment des spectacles qu'on n'a plus pu monter. Louis XIV étant mort depuis quelque temps déjà, on n'a pas pu faire ça. Et il dit au roi, il dit, je ne fais plus rien tant que je n'ai pas libéré. Et ce qui est plus extraordinaire, c'est que le roi dit au-delà, il dit, vous voyez que je suis un peu occupé pour l'instant, mais quand je reviendrai, je m'en occuperai. Personne ne pouvait dire ça au roi. Lui, il peut. Et c'est extraordinaire parce que il y a toute une polémique. Les puristes aiment le Molière, le grand Molière.
c'est-à-dire le Tartuffe, le Misanthrope, Don Juan, etc. Quelques comédies-ballets, mais à condition qu'on enlève les ballets, comme pour le mariage, pardon, pour le Malade imaginaire. Et il n'aime pas les farces. Il dit, ça c'est pas le vrai Molière. Et il croit, généralement, Molière c'est un peu sa manière de payer. C'est-à-dire, bon, je fais des fêtes, mais comme ça on me laisse tranquille, quoi. Et en fait, je ne crois pas du tout. Molière, d'abord, ce qu'on généralement ignore, Molière au départ n'est pas du tout un écrivain. Il n'est même pas un acteur. Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que Molière, on croit savoir, je crois que c'est vrai évidemment, qu'il adorait le théâtre. Et alors, moi aussi j'adore le théâtre, j'ai vu plein de pièces, ça n'a pas fait de moi ni un acteur, ni un metteur en scène, ni encore moins. Mais il va tout abandonner parce qu'il rencontre une femme, Madeleine Béjart, qui est de 4 ans son aînée, et elle est connue. Elle est connue, elle est une tragédienne, elle est appréciée, beaucoup de gens parlent d'elle, et elle sait ravauder des farces, elle sait écrire, elle fait des sonnets, etc. Il la rencontre, il tombe amoureux, ça c'est clair. Est-ce qu'elle tombe amoureuse? C'est pas tout à fait sûr, parce que elle a un amant à l'époque, et c'est un personnage très haut en couleur, comme c'est un peu un personnage comme on le rencontre dans les œuvres d'Alexandre Dumas, et qui est très prestigieux, quoi. Et tandis que Molière, c'est rien, il a 4 ans de moins qu'elle, c'est un jeune homme, mais elle comprend qu'il y a quelque chose en lui. Et c'est elle qui l'entraîne à devenir acteur. Et il va devenir l'acteur. Et d'acteur, pourquoi il écrit? Pas du tout pour se faire une œuvre. Ça n'a rien à voir avec Corneille ou avec Racine. Il écrit parce que il y a une première tentative à Paris qui marche, mais il n'y arrive pas. Au bout d'1 an et demi, les gens, bon, ils font faillite. Molière est enfermé pendant 2 jours. Son père, sur lequel on étend mal bêtement, va le délivrer, il paye la caution, lui donne de l'argent, et puis bon, c'est fini. Et ils vont rejoindre une autre troupe itinérante, la troupe itinérante la plus importante, et ils vont en province. Alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup de troupes itinérantes, et elles ont toutes le même programme. Parce qu'une fois qu'une pièce est imprimée, elle est libre de droit. Donc ils jouent tous Corneille, Rotrou, Tristan l'Hermite, ils ont tous, et parfois ils se rencontrent dans la même ville à trois troupes, à jouer la même chose. Donc Molière se dit, il faut inventer quelque chose, il faut qu'on ait l'exclusivité. Qui va lui donner l'exclusivité? Personne. Donc il écrit des farces. Et ça marche. Est-ce que je peux faire une petite pause oui. pour insérer une question? Parce que comme tu parlerais non-stop de toute une série d'étapes. Non, je m'arrêterai au bout de 4 heures. Hein, j'aimerais qu'on s'arrête sur un point. Dis-moi. C'est un de tes chapitres, c'est Molière au travail. Tu viens de parler de la manière dont les pièces s'écrivaient et tombaient dans le domaine public. Est-ce que tu pourrais nous dire comment Molière écrivait? C'est un homme de troupe, et donc il écrit en travaillant en même temps les pièces avec sa troupe. Et deuxième petite question pour te lancer, il n'y a aucun manuscrit de Molière. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant, qu'on n'ait aucune trace écrite de Molière. Oui. Alors, premièrement, il travaille, c'est un écrivain de plateau. C'est pour ça que ceux qui disent que Molière, il n'avait même pas de bureau où il travaillait, il n'avait pas de bibliothèque, parce que Molière écrit sur le plateau. Quand comment s'appelle la pièce L'impromptu de Versailles. Non, là, il raconte comment se passe une pièce de théâtre. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une pièce, je veux dire, qu'il compose à moitié au palais, c'est-à-dire c'est à Chambord. Le nom de la pièce me reviendra, excusez-moi. Et donc, il rectifie encore avec les acteurs, etc. C'est-à-dire qu'il n'est pas au bureau, il n'y a pas de bureau, c'est-à-dire qu'il écrit sur scène, il est tout le temps sur scène. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il teste aussi il écrit, et puis une fois que c'est écrit, ça on le voit dans Ariane Mouchkine, et c'est vrai, il convoque toute sa troupe, et il lit la pièce, et il voit, parce qu'il a confiance dans ses acteurs, et surtout en Madeleine, évidemment. Ariane Mouchkine, Théâtre du Soleil, qui a fait un spectacle consacré à Molière. Un film même, oui. Un film aussi, oui. Mais un spectacle aussi, au Théâtre du Soleil. Exactement. Et donc c'est pour ça qu'il écrit. Alors, on ne trouve pas de manuscrit de Molière, mais on ne trouve aucun manuscrit, on n'en trouve pas plus de Corneille que de Racine, parce qu'au XVIIe siècle, on a écrit, je veux dire que c'est comme nous maintenant, quand on écrit
dire, sur ordinateur, je veux dire, après on efface, on n'a pas le culte du manuscrit, ça viendra beaucoup plus tard, ça viendra à la fin du XVIIIe siècle, même au XIXe siècle. Alors il y aura le culte du grand auteur. Alors on a le manuscrit de Victor Hugo, mais on n'a pas plus de Racine, on n'a pas plus d'autres. Racine, on a un petit peu parce qu'il avait deux fils qui étaient absolument fous de leur père et qui ont fait des recherches. Georges Forestier, donc il y a la biographie, il la explique. Non, c'est Molière, mais il a fait aussi une biographie de Racine. C'est que on a 200 lettres de Racine et lui dit qu'il y en a 20 000. Je ne sais pas comment il trouve ce chiffre, mais enfin, je veux bien lui faire confiance. C'est-à-dire qu'on ne garde pas tout ça. Au XVIIIe siècle, on gardera, c'est pour ça qu'on a toute la correspondance, on a 20 000 lettres ou 15 000 lettres, je ne sais plus très bien, de Voltaire. Est-ce que Racine et Corneille écrivaient aussi en plateau, comme Molière? Non, pas du tout, justement. Ça, c'est la différence, c'est que Corneille et Racine, je viendrai plus, mais Corneille, il écrit sa pièce, il le donne à l'hôtel de Bourgogne ou au Marais, et c'est fini, il a fait son boulot, c'est tout. Racine, c'est un peu différent, parce que pour la grande actrice qui était chez Molière, la plus belle et la plus célèbre, qui est... Marquise du Parc. Comment? Marquise du Parc. Marquise du Parc, bravo. La prochaine fois, je vous convoque et on va écrire ensemble. Venez vous asseoir. Non, mais je veux dire, c'est terrible. Donc, c'est Marquise du Parc. Dès que vous ouvrez un livre sur les femmes au XVIIIe siècle ou à l'époque de Louis XIV, elle est là. Je veux dire, c'est la plus célèbre, c'est la plus belle, c'est la plus belle. C'est la Brigitte Bardot de l'époque, quoi. Je veux dire, tout le monde est fou d'elle. Donc, fou d'elle, Molière est fou d'elle, La Fontaine est fou d'elle. Tout le monde. Et elle a une vie, bon, passons. Et donc, je dis ça pourquoi? Qu'est-ce que c'était? Ah oui, donc alors Racine, lui, il va piquer à Molière son actrice, une actrice vedette, elle est quand même une actrice vedette, et paraît-il, il va lui donner le seul grand rôle de sa vie. C'est pour ça qu'elle est célèbre, c'est pas pour ce qu'elle a joué chez Molière, c'est chez Racine, elle a joué le rôle titre d'Andromaque. Et c'est intéressant parce que c'est assez curieux, parce qu'Andromaque n'est pas le grand rôle. Le grand rôle, c'est Hermione, qui est une femme beaucoup plus passionnée, c'est un rôle beaucoup plus violent, et ça c'est la Désœillet qui va jouer. Tandis que Marquise va jouer Andromaque, qui est un rôle beaucoup plus calme et monomaniaque, c'est-à-dire elle répète toujours la même chose dans la pièce. Et donc, lui, on dit que Racine lui a vraiment appris à jouer, vers par vers, quoi, il faisait répéter. Mais c'était assez rare, c'est-à-dire que les écrivains, comme aujourd'hui, les écrivains, à part Camus, mais lui adorait le théâtre, il a fait des mises en scène lui-même, etc. Mais sinon, l'auteur, ça veut dire que c'est un peu comme un écrivain, il donne son manuscrit à l'éditeur, il s'en occupe pas, il va pas commencer à regarder la typographie ou des choses comme ça, il s'en occupe pas. Tandis que Molière, il est en permanence sur le théâtre. Moi, j'ai mis mon introduction, c'est l'homme théâtre, c'est-à-dire c'est vraiment l'homme théâtre où il aime tout. C'est-à-dire il s'occupe des décors, il s'occupe des costumes. Tout l'intéresse. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment l'homme théâtre complet. Et donc c'est ça aussi que j'ai voulu raconter, c'est comment il monte ses scènes, comment il le fait, comment il revient, comment il écoute aussi ses comédiens. Donc voilà. C'est moi qui suis surpris. Il y a une comparaison. Tu disais que tu avais écrit ici une édition complète, les mains dans les poches du jeans. Oui. On pourrait dire que c'est presque le guide du routard de Molière. Mais il y a des comparaisons que tu fais qui sont tout à fait éloquentes. Par exemple, tu dis que pour toi, s'il y a un artiste auquel tu pourrais comparer Molière aujourd'hui, c'est Charlie Chaplin. Absolument. Pourquoi? Et ils ont le même parcours. C'est assez extraordinaire parce que ceux qui, par exemple, contestent que Molière ait pu écrire des chefs-d'œuvre, alors que les deux premières pièces que l'on a retrouvées, je veux dire, c'est vrai que c'est des petites farces, quoi. On ne peut pas dire que c'est extraordinaire. Chaplin, c'est la même chose, c'est-à-dire que si vous voyez les premières pièces, celles de l'époque de SNA, 1914-1915, oui, c'est rigolo, mais enfin, on met un flic, on met un boulanger, une tarte à la crème, et voilà, en gros, c'est ça. Personne ne peut imaginer qu'un jour, quelques années plus tard, 6 ans plus tard, il va faire le Kid, qui est
le chef-d'œuvre absolu. Un peu plus tard, ça va être les temps modernes. Un peu plus tard, il y aura City Lights et Le Dictateur. Inimaginable, quand on est en 14-15, inimaginable. Donc on se dit, ça ne lui ressemble pas. Et effectivement, Molière, c'est la même chose au début. On voit d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis les pièces dans l'ordre chronologique, comme ça, si on les lit dans l'ordre chronologique, on voit comment, et mes notices aussi montrent à quel stade il est à chaque fois, ce que cette pièce apporte de plus par rapport aux pièces précédentes, etc. Et donc, alors ils ont été tous les deux attaqués sur la vie sentimentale. Charlie Chaplin, ça a été, je veux dire, il a été pratiquement, pas ruiné, il ne faut pas exagérer, mais par les femmes qu'il avait aimées. Il a été attaqué aussi parce qu'il aimait les très jeunes filles. Bon, Molière a quand même épousé la fille de sa maîtresse, quoi. Il avait 20 ans de différence d'âge. Ça ne choquait personne, de différence d'âge, d'abord parce qu'il y avait énormément de femmes qui mouraient en couche, et donc l'homme se remariait, et il choisissait une plus jeune, quoi. Donc, c'était pas ça. Mais le fait, c'est-à-dire que c'est considéré comme un inceste. D'ailleurs, c'est encore une circonstance aggravante, c'est-à-dire que si quelqu'un couche avec une mineure, mais qui en plus il a barre sur elle et quelque chose, c'est encore condamné. Et donc il y a eu ça, et donc ces deux destins, alors ils ont tous les deux été adorés par la frange, entre guillemets, progressiste, et détestés par la frange, entre guillemets encore, réactionnaire, quoi. C'était les deux pour des problèmes moraux, pour le scandale, etc. Et ils sont tous les deux merveilleusement drôles, et ce sont des mimes, ils sont tous les deux, parce que Molière a appris le théâtre par la Commedia dell'arte. Son grand maître, c'est Scaramouche. C'est-à-dire que Molière apporte une véritable révolution, parce qu'au XVIIe siècle, pour prendre la tragédie, s'il y avait deux personnes qui se parlaient pas comme ça, ils parlaient au public. Et ils s'engueulaient ou ils faisaient des choses au public, des points aimés, cruels, sans le regarder, quoi. Tandis que Molière disait, mais c'est pas possible, il faut jouer comme on parle. Et il a réussi, c'est-à-dire en plus qu'il prenait tout l'espace. C'est-à-dire qu'il était très mobile, il faisait des grimaces aussi, il était un peu comme Charlie Chaplin, c'est-à-dire comme Charlie Chaplin appartient sur l'écran, il est partout à la fois, il gambade, il revient. Molière faisait la même chose, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a essayé de reproduire ça, et avec beaucoup de talent, c'est Dario Fo. Dario Fo aussi aime la farce. Molière aime la farce, c'est-à-dire que les gens les puristes, ils ne veulent pas voir ça, la farce. Non, mais enfin bon, oui c'est drôle, mais enfin c'est pas... Non, Molière c'est un farceur. Même dans le Misanthrope, il y a une petite scène de farce. Même dans le Misanthrope, quoi. Et donc il aime ça. Il adorait la musique. Alors les comédies et ballets, évidemment, ça a été fait avec la complicité de Lully, c'est certain. Mais c'était lui quand même le régisseur général. C'était pas Lully, c'était lui. Et alors il y avait Beauchamp pour les danses, mais c'est lui qui organisait tout, il organisait, et ça avait un succès incroyable. Je veux dire, les gens étaient fous de cela. Et la preuve qu'il aimait ça, c'est que ces pièces qui demandaient des mises en scène inouïes, il les mettait sur son propre théâtre. Il ne pouvait pas faire les mêmes décors et les mêmes choses, mais enfin, c'était à peu près la même chose, et il le faisait sur son théâtre. Donc, qu'on ne me dise pas, non, mais ça, il l'a fait pour Louis XIV, pas vrai. Louis XIV et lui aimaient la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une véritable rencontre entre les deux. C'est la deuxième chance de Molière. Molière a une première chance, c'est la rencontre avec Madeleine, elle est décisive. Et la deuxième chance, c'est que Louis XIV, très vite, va le prendre sous son aile, et va l'utiliser, va vraiment l'utiliser. Probablement le Tartuffe, c'est pas inspiré par Louis XIV, mais Louis XIV le fait au moment de la grande fête de la princesse d'Élide, je veux dire, les plaisirs de l'île enchantée. Alors vous avez un spectacle formidable à la cour, et puis vous avez une pièce quand même grinçante, pour parler comme un nouille, je veux dire, c'est une pièce grinçante. On n'est pas dans quelque chose de festif, il le fait là. Et Louis XIV lui dit oui. Louis XIV, on ne fait rien sans son autorisation, quoi. Donc il était parfaitement au courant. C'est une pièce athée, plus athée que celle que l'on a, parce qu'il a recommencé 36 fois. Elle est plus violente, et c'est un religieux, tandis que dans la pièce que nous avons, c'est pas un religieux, c'est un escroc. C'est comme ça qu'il a pu faire les choses en disant, mais je ne parle pas de la religion, je parle d'un escroc. Un escroc qui se dit, bon. Alors, Molière dit
Ces préfaces sont magnifiques, mais il ment évidemment, c'est un Forban. Vous savez qu'il y a une chose extraordinaire, je suis sûr que la majorité d'entre vous ne le savent pas. Quand on lit, ou on va voir les précieuses ridicules, apportez-moi les compléments de conversation, le conseiller des grâces, etc. Nous sommes tous persuadés que c'est le langage des précieuses. Or c'est faux. Les précieuses ne parlaient pas comme ça. Et il y avait quelqu'un, l'abbé de Pur, qui avait écrit un bouquin sur les précieux et qui avait inventé toute une série de formules abracadabrantesques, comme dirait l'autre, je veux dire, qui sont très drôles. Et Molière s'est emparé de ça et il en a inventé d'autres qu'il met dans la bouche des précieuses. Et les précieuses n'étaient pas du tout vraies. En plus, il se moque de la préciosité, mais il a été profondément précieux lui-même. Il suffit de lire La Princesse des Lides, il suffit de lire Psyché. Les vers de Psyché sont des vers de précieux. Mais il s'en fout. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui il se sent très libre. Ça, c'est un homme. D'ailleurs, on lui dit qu'il a piqué. D'abord, tout le monde piquait. Hein, je veux dire, Racine, regardez ses préfaces, il a piqué des choses à Échille, à Euripide, à Sophocle, etc. Je veux dire, tout le monde reprenait. Ça, c'est Corneille, c'est la même chose. Mais lui, il disait, oui, oui, je prends. Il y a une chose que l'on sait, parce que c'est dans la pièce de Rostand. Qu'allait-il faire dans cette galère? Ça vient de la pièce de Cyrano de Bergerac. Non, c'est Cyrano de Bergerac. Et donc, on lui dit, mais Molière t'a pris. Et il dit, oui, mais Molière a du génie. Bon, ça, c'est dans Rostand. Mais Molière piquait des choses, il reprenait, il traduisait. Les premières fois, ce sont des traductions qu'il a rangées, évidemment, qu'il a metté, mais il faisait ça. C'est un homme extraordinairement libre. Il s'en fout, il peut faire des choses. La manière dont il s'occupe des amours royales, c'est incroyable. Lisez ou relisez Amphitryon. Amphitryon, c'est extraordinaire. C'est véritablement, c'est un éloge de l'adultère royal. Vraiment un éloge. Être cocu par Louis XIV, c'est très bien, quoi. Écoutez, n'allez pas vous plaindre, quoi. C'est extraordinaire. Et c'est plein de choses comme ça. Il y a plein de choses quand on connaît un petit peu. Donc, c'est ça qui m'a amusé aussi, c'est de dire, on ne sait pas vraiment, on sait pas, je dis, mais il a mis là-dedans, par exemple, il y a des pièces dans lesquelles il se moque vraiment de Colbert, quoi. Et tout le monde reconnaît Colbert. Mais Colbert est intelligent. Il ne va pas reconnaître, enfin, il ne va pas se plaindre comme s'il n'avait rien vu, quoi. Donc il y a cette espèce de liberté, il fait vraiment ce qu'il veut, tout le temps. Et il arrive, c'est la seule chose qu'il ne fera pas, parce que c'est la seule chose qui est interdite, on ne se moque pas du roi. Mais se moquer de la cour, il n'y avait aucun problème. Et Molière est vu généralement comme une victime. C'est pas vrai. C'est lui qui attaque, c'est lui qui a attaqué les précieux, il n'avait rien fait. C'est lui qui attaque les dévots, personne. C'est lui qui attaque tout le monde, c'est lui qui attaque les médecins, et il s'amuse. Alors il en a souffert aussi, c'est vrai, mais c'est lui qui a attaqué. Il n'a jamais été la victime des gens. Tous ceux qui se sont retournés contre lui, et souvent avec quelle violence, notamment l'Église, quoi. Ça a été vraiment sanglant, mais c'est lui qui les a provoqués. Il aurait très bien pu ne pas faire ça. Après tout, Corneille n'a pas fait ça, Racine n'a pas fait ça, ils s'en sont plus mal pris. Non, lui, ça l'amuse. Il aime ça, il aime il y a ce côté. Donc raconter son histoire était vraiment amusant, c'est de se dire, chaque fois que je découvrais des choses, je me suis dit, encore une fois lui, quoi. Et donc voilà, donc si vous voulez, quand j'ai reçu un mot d'une amie parce que je lui avais envoyé le bouquin, elle me dit, mais quel travail, je lui ai dit, c'est pas ça que tu dois dire, tu dois dire, quelle chance tu as eu. Quelle chance il y a eu, parce que j'ai pu faire ce que j'ai voulu. Ça, je dois dire que, avec le bouquin, je veux dire que j'ai dit, je dis les choses, et je veux dire, quand je parle excusez-moi, la vieillesse est un naufrage. Mais personne ne sait ce dont tu vas parler. Oui, je sais. Il n'y a que toi qui peux t'aider. Allez, la première, les fâcheux, pardon. Les fâcheux, ça veut dire casse-pied. Donc quand je fais mon introduction, je veux dire, je ne répète pas toujours les fâcheux, je dis les casse-pieds. Je veux dire, c'est-à-dire que j'ai pu... Parce que ce que je dis aussi, c'est que je ne peux pas comprendre qu'on fasse une édition académique pour quelqu'un comme Molière, qu'on laisse ça à la philosophie allemande, ce serait très bien. Mais Molière lui-même, il fait dire à un de ses personnages, il dit, un sot savant est plus sot qu'un sot ignorant.
Et tout est dit. Il déteste. Molière, c'est ce qu'on appelle l'honnête homme au XVIIe siècle. C'est-à-dire quelqu'un qui ne la ramène pas. C'est quelqu'un qui, justement, quand il est en public, raconte des choses, mais n'est jamais cuistre. Quand il sait des choses, il le murmure plutôt que l'afficher, etc. C'est le contraire. C'est-à-dire que les mondains, ce qu'on appelait les mondains à l'époque, qui n'avaient pas ce côté tout à fait péjoratif d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se conduisent très bien et donc c'est ça qu'aime Molière, quoi. C'est le personnage de Philinte dans le Misanthrope, qui est un personnage beaucoup plus intéressant qu'on le dit, parce que tout le monde dit oui, enfin c'est le type qui est un peu collabo, alors qu'Alceste c'est vraiment pas du tout Philinte. C'est une espèce de stoïque, de stoïcien plutôt. Je dis, il a se dire, mais voilà ce qui est possible de faire. Si c'est pas possible, c'est pas la peine. Et donc tous ces personnages chez Molière, c'est vraiment quelque chose. C'est quelque chose que je trouve. Plus je vivais avec lui. Vous savez, j'ai commis un roman qui s'appelle. C'était ma question. Oui. Ah, je vais la poser alors. Je pose ma question d'abord. Voilà. La réponse est oui. Oui. Donc, avant l'apparition de bouquins consacrés à tout Molière et avant l'apparition du bouquin Tout La Fontaine. Non, Tout La Fontaine, c'est avant. Oui, c'est ça. Donc, entre les deux. Oui, c'est ça. Pardon. Donc, entre les deux. Oui. Pardon, oui, je me suis mal exprimé parce que j'essaye de m'insérer. Donc, entre ces deux livres, André a publié un roman. Et alors, un roman, Armande ou le chagrin de Molière. Alors, ma question est la suivante, je vais vite la poser. En quoi est-ce que écrire un roman, c'est-à-dire inventer aussi, mentir vrai, inventer une partie d'histoire pour lesquelles tu n'avais pas les éléments, en quoi est-ce que ça t'a aidé à trouver le ton pour raconter comme tu le racontes les différentes séquences concernant les pièces? Alors là, je suis parti d'un tout autre principe. Armande Béjart, donc la fille de Madeleine Béjart, a mauvaise réputation parce qu'elle aurait rendu Molière très malheureux à force d'infidélité. Ça, c'est ce qu'on raconte dans l'histoire. En fait, on n'en sait rien, parce que toutes les critiques ont été émises bien après la mort de Molière. Donc on ne sait pas. Mais je suis parti sur une idée, c'est que, vous savez qu'il y a souvent des conflits mère-fille, quoi. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Et je me suis dit, au fond, cette femme se sent illégitime, parce que sa mère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est surlégitime. C'est elle qui a fait que Jean-Baptiste Poquelin est devenu Molière. C'est grâce à elle, sinon il serait resté tapissier du roi et plus personne n'en aurait entendu parler. Et donc, cette femme, c'est pas du tout une femme écrasante, mais par la force des choses, elle prend une place inouïe. Et donc la petite Armande, au milieu, elle doit se faire sa place. Elle est la plus jeune, elle ne sait pas jouer, elle doit tout apprendre. Évidemment, on ne lui fait pas de cadeaux, les autres actrices ne font pas de cadeaux. Et je raconte une anecdote. Dussane, qui a été une des grandes sociétaires de la Comédie Française dans l'entre-deux-guerres, pour parler vite, a répondu à un journaliste qui lui a dit « Mais au fond, la Comédie Française, c'est une grande famille, non ?» Elle lui a dit, on peut dire ça, oui, je dirais une grande famille dans le genre des Atrides. Bon, ça vous dit tout, quoi. Et c'est vrai qu'elle a dû se construire, cette fille a dû se construire, elle n'avait rien pour elle. Et en plus, comme, évidemment, toutes les actrices avaient... Molière voulait coucher avec ses actrices, mais les actrices ne le rebutaient pas nécessairement, sauf probablement Marquise. Et donc, c'est elle qui va l'épouser. Il ne va pas épouser Madeleine, il ne va épouser aucune de ses actrices, et il va jeter son dévolu sur elle. Donc je me suis dit, au fond, c'est une fille qui cherche à être légitime et qui n'y parvient pas. À partir de là, j'ai essayé de comprendre quelle était une psychologie possible et qu'est-ce qu'elle pouvait être avec un Molière qui est tout le temps fatigué, parce que, je dis, il croule sous le travail. C'est-à-dire que quand les gens disent mais c'est pas possible qu'il ait écrit, je peux comprendre, parce que c'était vraiment un type qui, je sais pas, quand il dormait, quoi. Bon, il a une femme de 20 ans plus jeune que lui. Lui, il a déjà fait sa vie. Il a 40 ans, 42 ans, 45 ans. Elle n'a pas fait sa vie. Et donc, voilà les éléments. Donc j'ai essayé de reconstituer à partir de ces éléments-là, et évidemment ses rôles, etc., essayer de construire le personnage. Et j'ai voulu le faire, non pas dans la langue du XVIIe siècle, parce que
en plus de ceci, comme ça n'entrait pas, c'est le plus gros bouquin possible. J'ai voulu faire pour ne pas répéter toujours les notes en disant ce que ça pouvait être, je veux dire, il y a plein de mots qui ont changé d'acception, je ne parle pas même des mots qui ont été oubliés. Si je dis à l'un ou l'une d'entre vous, vous êtes formidable, ça vous fait plaisir. Au XVIIe siècle, ça veut dire vous êtes monstrueux, quoi. Vous comprenez? Moïse n'a pas paru à Pharaon plus formidable, dit Racine dans Athalie. Et le pharaon ne trouvait pas Moïse formidable au sens actuel. Donc, j'ai voulu faire un lexique, pour ne pas répéter à chaque fois, parce que ça allait encore gonfler, et je pensais qu'avec 500 mots, j'aurais été quitte. Eh bien non, il y en a presque 1400. Donc il y a encore 80 pages mais que vous ne trouvez pas dans le livre, mais il y a un QR code, vous cliquez le QR code et vous tombez sur tout ce